Alors les nanomatériaux trouvent déjà de nombreuses applications dans la chimie, d'abord au sein de nos propres procédés, où nous pouvons les utiliser d'ores et déjà en tant que catalyseurs, avec effectivement des performances de réaction qui sont nettement améliorées par rapport à des substances classiques. Ensuite, nous mettons bien évidemment, c'est notre première vocation, un certain nombre de substances sur le marché. Elles sont rarement à l'état nanoparticulaire, mais elles ont recours à des procédés au cours desquels on peut rencontrer des substances à l'état nanoparticulaire, et différentes applications peuvent être citées, notamment la fabrication de la silice précipitée, qui intervient dans la fabrication des pneumatiques et qui permet donc une amélioration de l'adhérence, la réduction des consommations de carburant, et qui donc présente des avantages extrêmement intéressants du point de vue environnemental. Les nanotubes de carbone font partie des substances que la chimie produit et qui permettent des avancées extrêmement intéressantes en termes d'allègement de matériaux, de résistance, ce qui permet des applications notamment dans l'aéronautique, dans des matériaux de sport, extrêmement avantageuses. Il n'y a pas d'approche globale pouvant permettre de considérer la toxicologie et l'écotoxicologie de la grande famille des nanomatériaux. Donc chaque substance doit être considérée indépendamment, en particulier en tenant compte de son cycle de vie. Lorsque le cycle de vie n'est qu'industriel, donc on a un cycle de vie très court, en termes d'impact ou de risque potentiel pour la santé et l'environnement, on sait qu'on a des niveaux de maîtrise extrêmement sophistiqués, extrêmement performants. En revanche, lorsque le cycle de vie peut atteindre le grand public ou le secteur professionnel, on doit considérer les choses de façon tout à fait différente. Cela étant dit, il convient de faire au moins deux lots parmi les substances que nous fabriquons, celles qui sont produites souvent à très grand tonnage depuis des dizaines d'années. Tel est le cas du dioxyde de titane, par exemple, de la silice précipitée ou de certaines formes d'argile, pour lesquelles nous avons non seulement des données, mais également du recul en termes d'impact potentiel pour la santé et l'environnement. Donc ces substances qui sont fabriquées à l'état nanoparticulaire, mais qui sont rarement vendues à l'état nanoparticulaire, ont des données, disposent de données, et on peut, avec une grande certitude, affirmer qu'elles n'entraînent pas d'impact significatif sur la santé et l'environnement. La situation est évidemment différente pour des substances en développement à l'heure actuelle, pour lesquelles nous n'avons pas le même recul, pour lesquelles nous devons encore acquérir des données toxicologiques, écotoxicologiques, et c'est toute la phase, je dirais, non seulement d'enregistrement des substances telles que prévues par REACH, mais également d'autres programmes qui visent, d'une façon générale, au plan national, européen et international, à acquérir des connaissances sur ces produits. Nous attendons beaucoup de choses du débat public. Une clarification du cadre de gouvernance et en particulier, je dirais, une vision assez précise du cadre réglementaire, dont on pense à l'heure actuelle qu'il doit être déterminé au niveau européen, en premier lieu, qu'il doit être évalué, on doit évaluer la portée des réglementations actuelles par rapport au sujet nanomatériaux, et s'il y a lieu de faire des ajustements, nous préférons qu'ils soient traités dans le cadre des réglementations sectorielles, par exemple cosmétiques, nouveaux aliments, contacts alimentaires, produits de protection des plantes le cas échéant, plutôt que de les traiter de façon générique au travers de réglementations transversales comme REACH.